Lundi 3 février 2020, il est 18h, nous sommes à l'heure et vous aussi, merci de me rejoindre pour Accès Direct cette semaine encore. Vous êtes bien sur 8 Mont-Blanc et nous sommes ensemble pour une petite heure d'actu et de rencontres en Savoie-Mont-Blanc. Moins de micro-polluants dans les eaux de notre région, mais des ressources épuisées, de nombreux enjeux pour les années à venir. Nous parlerons gestion de l'eau avec mes invités actu dans quelques secondes. Le directeur de l'Agence de l'eau, Laurent Roy, et le président du comité de bassin Rhône-Méditerranée, Martial Sadier, me rejoignent dans quelques secondes. Comme chaque lundi, on parle sport. Loris Bass s'est fait une spécialité de la vitesse sur 2 roues. Le pilote originaire de Sallanches a côtoyé pendant plusieurs années l'élite mondiale et compte bien revenir à son plus haut niveau. Il viendra nous en parler en deuxième partie d'émission. Boutique, atelier, lieu de création. Louise et Julien ont imaginé un lieu inspirant sur les bords du lac d'Annecy. Son nom, tout simplement, Les Inspirés. On les retrouve tout à l'heure. Mais avant, comme chaque soir, on commence avec les titres du JT. Et cette semaine, c'est Clémence que j'accueille. Salut Clémence. Salut Fanette, comment tu vas? Ça va et toi? Ça va très bien. Pour un lundi. Ça va très bien comme un lundi. Et on commence avec du changement du côté des ports d'Aix-les-Bains. Oui, alors du port du lac du Bourget même, plus particulièrement. Ils ont effectivement changé de propriétaire au 31 janvier. Anciennement, ils étaient gérés par l'État et donc depuis le 31 janvier, ils sont gérés par la communauté d'agglomération. C'est ce qu'on va voir dans le journal, à savoir voilà, qu'est-ce que ça implique comme changement. Et puis une mairie sans candidat. Ça va être compliqué, effectivement. Et là, on parle de la mairie de Fesson-sur-Salins, qui se trouve en Savoie. Pas de candidat pour le moment. Personne ne s'est déclaré pour les élections municipales. C'est un gros problème pour la ville, la commune, finalement. La vie de la commune est en jeu. Et c'est ce qu'on va voir aussi dans le journal. Et on rappelle qu'on a jusqu'au 7 février pour s'inscrire sur les listes électorales. Absolument. Merci beaucoup Clémence, à tout à l'heure. On va rester dans l'actu avec mes deux premiers invités. Laurent Roy, directeur de l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée Corse, et Martial Sadier, président du comité de bassin Rhône-Méditerranée, me rejoignent. Bonsoir à tous les deux. Merci d'être sur le plateau d'Accès Direct. Alors, on me dit qu'il faut que je donne un micro-main. Voilà, ça pourrait être utile. La dernière commission géographique touchant les pays de Savoie s'est réunie il y a quelques semaines. Elle évalue et définit la politique de l'eau dans la région. En Rhône-Alpes, 53% des rivières et des lacs en bon état écologique, 81% des nappes souterraines. On peut se satisfaire de ces chiffres? Écoutez, oui, bonsoir, on peut se satisfaire. Alors, tout n'est pas fait, donc il faut poursuivre l'effort, mais il y a un constat qui est incontestable, c'est que la qualité de l'eau dans le bassin Rhône-Méditerranée-Corse s'est très largement améliorée et les pays de Savoie ont très largement contribué à l'amélioration de cette qualité de l'eau, même si encore une fois il y a du chemin à parcourir. Et puis il y a des nouveaux défis que l'on ne connaissait pas il y a 10-15 ans qui se présentent à nous. Lesquels? Notamment, on a fait des gros progrès sur la pollution domestique, la pollution industrielle, 60% de baisse de pollution par exemple dans le bassin versant de l'Arve. Et puis si vous prenez en Savoie, Haute-Savoie, on a à peu près 98% des plans d'eau de baignade qui sont conformes et 80% des masses d'eau qui sont à la fois en quantité et en qualité. Et puis nous avons des nouveaux polluants, des micro-polluants qui apparaissent. Et puis enfin tout ça dans un contexte où avec l'évolution du climat, le réchauffement climatique, il y a moins d'eau. Donc moins d'eau, des nouveaux polluants et donc beaucoup plus de sensibilité au milieu. C'est le défi de demain dans l'écriture d'un nouveau document que nous travaillons avec monsieur le directeur de l'Agence de l'eau. L'un des problèmes de l'eau, vous avez cité quelques enjeux, c'est notamment la présence des pesticides. On en parle assez régulièrement dans l'actualité. Entre 10 à 20 substances retrouvées dans les cours d'eau et nappes des pays de Savoie, c'est beaucoup. Alors effectivement, il y a beaucoup de substances chimiques d'une manière générale. C'est le gros défi qui reste à relever en matière de qualité de l'eau. En matière de qualité de l'eau, on a fait de gros progrès parce qu'il y a des stations d'épuration, il n'y en avait pas il y a encore 30-40 ans, et parce que la plupart des établissements industriels font de gros efforts pour traiter leurs rejets. Mais il reste des substances chimiques un peu partout qui sont rejetées. Elles peuvent être d'origine agricole, les pesticides, mais pas seulement. Tout un chacun, nous consommons à l'occasion des médicaments. Les substances médicamenteuses, c'est aussi une source de pollution de l'environnement par des substances chimiques. Donc c'est vraiment ce défi-là qui reste le plus important à relever en matière de qualité de l'eau maintenant, c'est la lutte contre la pollution par les substances chimiques. Donc, du côté agricole, ça veut dire par exemple
encourager la conversion à l'agriculture biologique. Et l'Agence Oui, parce de que l'eau, là, sur les fait son pays de effort. Savoie, 3% en Savoie, moins de 6% en Haute-Savoie pour les surfaces agricoles bio. Oui, alors ça vient bien, hein, et chaque année, l'Agence de l'eau, qui est devenue le principal financeur de la conversion à l'agriculture biologique, consacre plus d'argent que prévu à cette conversion. Ça veut dire que la dynamique de conversion est en augmentation constante. Pour autant, ce n'est pas fini. Alors l'agriculture, il n'y a pas que de l'agriculture biologique, ça peut être des filières qu'on appelle à bas niveau d'intrants, c'est-à-dire qui sont moins utilisateurs de pesticides, moins utilisateurs d'engrais chimiques, de synthèse, pour pouvoir ensuite avoir aussi une bonne valorisation économique. C'est aussi ça le but. Et ça, notamment sur les champs captants prioritaires pour l'alimentation en eau potable des populations, car c'est là que nous consacrons leurs efforts. Le but, c'est de réduire tous les intrants chimiques sur ces champs captants, parce que derrière, ça sert pour l'eau potable. Vous avez parlé du futur schéma qui définira la politique de l'eau de 2022 à 2027. L'un comme l'autre, le chantier prioritaire selon vous? Ça va être donc de poursuivre la qualité, mais c'est aussi d'économiser l'eau, parce que maintenant on a quand même un peu de recul sur les pays de Savoie, sur ce qu'on appelle les Alpes du Nord. Nous savons a priori qu'il tombe la même quantité d'eau, mais d'abord il fait beaucoup plus chaud, donc il y a une évaporation et un temps de végétation qui est beaucoup plus long dans l'année, donc on consomme naturellement plus d'eau. Nous sommes sur un territoire, les Savoies, avec une croissance de population également importante, avec une croissance aussi de l'activité économique. Donc ça va être identifier les micropolluants dont on vient de parler, mais surtout, ça va être d'économiser l'eau. Et puis l'eau qui tombe du ciel, c'est de la capter, c'est-à-dire de faire en sorte qu'elle ne rejoigne pas tout de suite la Méditerranée et qu'elle alimente les nappes stratégiques, donc notamment désimperméabiliser, parce qu'on a beaucoup goudronné des parkings, des routes, on a fait beaucoup de toitures, et donc il faut essayer de faire en sorte de ralentir le circuit naturel de l'eau vers la Méditerranée et qu'elle s'infiltre beaucoup plus dans les sols. Ça va être quelques fils conducteurs du futur document sur lequel nous travaillons. On est vraiment en fait dans la logique d'adaptation au changement climatique. Le changement climatique frappe beaucoup le bassin Rhône-Méditerranée parce que c'est un bassin où il y a tout le pourtour de la Méditerranée, donc très méditerranéen, très sudiste. Mais il frappe aussi beaucoup ces territoires montagnards qui voient très nettement l'augmentation de température estivale et une tension sans cesse accrue sur la ressource en eau. Donc effectivement, lutter contre les gaspillages, c'est une priorité. La désimperméabilisation, j'ai tendance à dire que c'est bon pour tout. La désimperméabilisation, c'est d'une part éviter de faire en sorte que quand il pleut, la pluie va ruisseler. Elle va emporter des polluants dans des tuyaux, dans des réseaux d'égouts qui ne sont pas dimensionnés pour accueillir ce flux de pluie, qui vont donc se rejeter. Cette pollution va se rejeter sans traitement au milieu naturel. Donc désimperméabiliser, c'est lutter contre cette pollution-là. C'est favoriser. Désimperméabiliser, vous le dites mieux que moi, ça veut dire déconstruire, débétonner, Non, pas forcément. moins construire Déconstruire, pas forcément. Débétonner, sans doute. C'est-à-dire que ce sont par exemple des chaussées perméables, des parkings enherbés, des toitures végétalisées, des zones d'infiltration. Quand vous avez une zone imperméabilisée, au lieu d'aller rejeter ce qui ruisselle dans la rivière d'à côté, vous allez avoir une zone humide, vous allez avoir une zone de prairie, une zone où vous allez infiltrer l'eau. Pourquoi infiltrer l'eau? Parce que les nappes sont le meilleur moyen de stockage qu'on puisse imaginer. La nature nous a donné un outil de stockage fantastique avec les nappes souterraines. Mais pour ça, il faut que l'eau puisse y arriver. Puis, troisième avantage au passage de la désimperméabilisation, ça lutte aussi contre les îlots de chaleur urbains. En ville, et les villes alpines ne font pas exception, il fait plus chaud qu'ailleurs parce que les bâtiments tiennent chaud, si j'ose dire. Si on désimperméabilise, ce sont aussi des endroits où il sera plus frais. Vous avez parlé de quantité d'eau, de ressources en eau, forcément on pense aux stations. Est-ce qu'il faut réduire la neige de culture pour économiser l'eau? Alors il faut la neige de culture. Alors d'abord, ce n'est pas le rôle du comité de bassin ou de l'agence de l'eau de décréter si on doit faire de la neige de production ou pas. Nous encadrons. Non, mais vous avez sûrement un avis. Oui, et nous encadrons, mais nous le donnons un avis, notamment, vous le savez, sur la partie Alpes du Nord, la clé du sage de l'Or instruit, en lien avec le préfet, les dossiers de neige de production. Et nous, ce qui nous importe, c'est qu'on remplisse les retenues collinaires au moment où l'eau est en abondance. Et comme je vous le disais tout à l'heure, on voit que la répartition de l'eau est en train de changer, notamment il pleut moins à l'automne. Jusqu'à fin janvier, les précipitations sont en baisse, avec par contre beaucoup plus de précipitations entre fin janvier et fin mai, notamment sur les Savoies et Haute-Savoie, sur les Alpes du Nord. Et donc, si les retenues sont positionnées à des endroits intelligents, si on respecte les zones humides, et si elles sont remplies, notamment au printemps, au moment de la fonte des neiges, au moment où il y a de l'abondance de l'eau dans les cours d'eau, ça ne pose pas de problème. Et c'est pour ça que nous nous opposons notamment à un remplissage automnal, au moment où il y a des étiages, où il y a très peu d'eau dans les cours d'eau. Donc, la neige de production, si elle est faite intelligemment, et je pense que très sincèrement c'est de plus en plus le cas, n'est pas quelque chose qui est un obstacle au bon état écologique des cours d'eau en Pays de Savoie. D'autant que ça fait le lien avec
Le troisième gros défi, en gros, il y en a trois des gros défis. On a parlé de lutte contre les substances chimiques, on a parlé d'adaptation au changement climatique et aux économies d'eau. Le troisième, c'est vraiment l'écologie des cours d'eau. Ce qu'on vise, c'est des cours d'eau qui fonctionnent Donc bien c'est en quoi, tant c'est qu'écosystème. Si vous avez un tuyau ou un canal en béton rempli d'eau pure, vous aurez peut-être de l'eau pure, mais ce n'est pas un milieu écologique. Vous n'aurez pas d'espèces animales et végétales à l'intérieur. Le but, c'est d'avoir un écosystème qui fonctionne bien. Donc des milieux suffisamment naturels pour que l'écosystème fonctionne bien. D'autant plus que cet écosystème, il est aussi victime du changement climatique. Et donc pour ça, quand on a des infrastructures comme des sites de stockage pour de la neige de culture, par exemple, il faut faire attention à ça. Il faut faire attention, d'une part, à ne pas l'implanter au milieu d'une zone humide, et d'autre part, que le cycle de remplissage laisse suffisamment d'eau dans la rivière pour que les habitats de cette rivière, les espèces qui y vivent, se portent bien. Très rapidement, est-ce qu'il faut encore convaincre sur le sujet de l'eau, que ce soit en quantité ou en qualité? Je vois une petite mimique, ça veut dire que ce n'est pas gagné. Non, mais il faut toujours convaincre. D'abord parce qu'il y a des nouvelles générations. Convaincre qui, les élus? Il y a des élections municipales bientôt. D'abord oui, parce qu'on aura des nouveaux élus, à peu près 50% de nouveaux maires dans les pays de Savoie. Donc ça veut dire qu'il faudra recommencer le travail. Alors avec plus ou moins d'intensité en fonction de certains qui sont passionnés, qui étaient déjà engagés sur le sujet ou pas. Il y a de nouvelles générations qui arrivent. Donc les adolescents d'aujourd'hui sont les adultes de demain. Il y a beaucoup de pédagogie à faire. Donc c'est un combat permanent, surtout qu'au moment où on se parle, vous avez vu que hier soir, il pleuvait à 3000 mètres d'altitude. Et puis on nous annonce la neige en pleine demain. Donc l'évolution du climat, ce n'est pas pour demain, c'est une réalité. Et donc pour nous, la nécessité de s'adapter au changement climatique, ce n'est pas un projet pour le futur SDAGE de 2026 ou de 2030. C'est une réalité aujourd'hui. Et notre action, au directeur de l'agence de l'eau et moi, le président du comité de bassin, c'est une réalité aujourd'hui. Donc oui, il faut sans cesse convaincre. Et puis c'était aussi la mimique, peut-être de faire en sorte aussi que le sujet de l'eau ne soit plus uniquement vu comme un domaine de spécialistes, de techniciens. Ça a souvent été le cas. On laisse ça aux techniciens, ils vont dimensionner les réseaux, faire les travaux qu'il faut, je ne sais pas. Alors qu'on le voit avec le changement climatique fondamentalement. C'est vraiment une question qui concerne tout le monde, parce que tout le monde est usager de l'eau, tout le monde a besoin d'eau. Et donc pour ça, il faut vraiment que ce sujet devienne un sujet vraiment politique, si on veut, mais dans tous les sens du terme, grand public, que chacun s'approprie les enjeux. Bon, il est temps de s'approprier les enjeux. Merci beaucoup en tout cas de nous les avoir partagés sur ce plateau. Merci. On va passer à une toute petite revue de presse aujourd'hui avec les avocats qui poursuivaient leur mobilisation contre la réforme des retraites. Aujourd'hui, nos confrères de France Bleu Pays de Savoie reviennent sur la manifestation qui a eu lieu cet après-midi devant le tribunal de Chambéry. Ils étaient une cinquantaine devant donc le tribunal des barreaux de Chambéry et d'Albertville. Ils protestent toujours contre la disparition de leur régime autonome de retraite si la loi passe, et l'examen du texte justement a commencé ce lundi en commission à l'Assemblée nationale. Quelques 22 000 amendements records sous cette législature ont été déposés sur ce projet, donc je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. C'est lundi, on parle sport et j'ai le plaisir d'accueillir Loris Baz, pilote de moto, de Superbike précisément, on va en reparler. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec moi sur ce plateau. Alors avant de revenir sur votre parcours et sur votre projet, un petit peu de ski. Est-ce que vous êtes originaire de Sallanches? Vous suivez Exactement. Un petit peu le ski? Bien sûr, je suis tous les sports moi. Et ben voilà, donc on va regarder quelques images d'Alexis Pinturo qui est de nouveau dans la course, si je puis dire, après un mois de janvier plutôt difficile. Le skieur de Courchevel, déjà deuxième en slalom mardi, a remporté le géant dimanche à Garmisch-Partenkirchen. Alexis Pinturo signe donc son 4e succès de l'hiver et sa 27e victoire en Coupe du Monde. Au classement général, il revient à la 2e place et peut encore croire au gros globe de cristal. On l'écoute au micro de nos confrères de FFS TV. Oui, une grande joie. C'était pas des moments faciles, surtout dans les derniers géants. J'avais quelques difficultés techniques, mais après aussi physiques, étant donné que je suis tombé malade. Donc c'était un début d'année en géant assez difficile, bien que j'ai eu cette première victoire à Zolden. Oui, je pense que c'est surtout la neige qui rendait les choses sélectives. Et puis après, la piste, c'est pas forcément difficile. Donc il faut prendre des risques, il faut prendre beaucoup de risques. Et en plus de ça, voilà, avec cette neige qui répond pas forcément bien, qui marque, on fait des fautes. Et c'est pour ça que c'est assez sélectif aujourd'hui. Je sais pas si j'ai retrouvé la forme que je veux. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que Schladming et aujourd'hui Garmisch, ça s'est très bien passé. Il faut que je construise là-dessus et puis que je me serve de ça pour la suite. Je suis très content de remonter sur la plus haute marche et maintenant il faut que j'ai encore du travail, il faut encore que je continue à persévérer en fonction des conditions et que je m'accroche.
Et la suite pour Alexis Pinturo, ça se passera ce samedi, presque à domicile, puisque le skieur des Courchevel sera aux Ouches sur la piste du Kandar samedi. Donc on aura peut-être, j'espère, l'occasion d'en reparler. Loris, donc vous êtes originaire de Salins, je l'ai dit, et vous avez toujours baigné dans les sensations fortes et les sports mécaniques. Je vais citer quelques étapes. Alors vous avez fait du quad à 2 ans, de la motoneige à 3 ans, de la moto à 4 ans. Tout logiquement, à 15 ans, vous êtes le plus jeune champion d'Europe de l'histoire. À 19 ans, en 2012, vous intégrez le championnat du monde de Superbike. 2 victoires et une dizaine de podiums plus tard. Vous voilà en moto GP, c'est l'élite mondiale de la discipline. Ça a été assez fulgurant. Ouais, ça a été rapide, ouais. Ça a été rapide, mais parce que j'ai baigné dedans depuis tout petit et j'ai eu des parents qui... c'était ma grande passion, j'ai toujours voulu faire ça. À l'école, quand on me demandait qu'est-ce que je voulais faire quand je serais grand, je répondais simplement pilote moto. Et mes parents m'ont soutenu dans cette passion, dans ce projet, et se sont impliqués et ont tout donné pour que je réussisse. Donc ça a été très vite, et puis voilà, j'ai eu la chance d'être bien entouré également avec des bons coachs, des bons préparateurs, mais avant tout mes parents qui ont fait les choses comme il faut. Un mot sur la différence entre MotoGP, parce vous avez couru dans les deux, là vous êtes aujourd'hui en Superbike, la différence entre MotoGP et Superbike. Alors pour faire simple, le MotoGP c'est des motos issues de prototypes qui sont entièrement créés pour la course. Le Superbike c'est des motos issues de série, donc des motos qu'on peut acheter chez le concessionnaire, qui représentent vraiment ce que les gens peuvent avoir chez eux, même si elles sont préparées, modifiées et qu'elles n'ont presque plus rien à voir avec des motos d'origine. Mais voilà, c'est 2 championnats du monde qui pendant de nombreuses années se sont concurrencés et qui maintenant sont sous la houlette du même patron, la Dorna, et qui se concurrencent plus, mais qui permettent à des pilotes de passer d'un championnat à l'autre, comme je l'ai fait dans les 2 sens. Justement, c'est un petit peu la spécificité. Vous avez passé 3 années en MotoGP avant d'en redescendre. Comment ça s'est passé ces 3 années-là et pourquoi retourner en Superbike? Ça se sont super bien passés. Moi, c'était mon rêve de gosse d'aller en MotoGP et j'ai pris le risque de quitter le Superbike à un moment où ça se passait vraiment bien pour intégrer le MotoGP, avec une super première saison, une deuxième beaucoup plus compliquée avec beaucoup de blessures et une excellente 3e saison, même si j'ai pas pu avoir de 4e année pour des problèmes, on peut dire, extra-sportifs qui malheureusement arrivent de plus en plus dans le sport mécanique parce que c'est un sport qui coûte énormément d'argent. Et même à ce niveau-là, il y a des pilotes qui apportent des budgets pour rouler. Et voilà, j'ai simplement perdu ma place face à un pilote qui avait un budget. Et moi, j'ai toujours refusé de payer pour rouler en championnat du monde. Et donc, j'ai décidé de retourner en Superbike, qui est un très beau championnat où je pouvais plus facilement avoir une moto pour lutter pour la victoire. Parce que voilà, c'est pas comme tous les sports. On doit vraiment avoir la moto, l'équipe. C'est une alchimie pour gagner. Et c'est pas que le pilote qui fait le résultat, quoi. Il faut vraiment avoir toutes les conditions réunies pour arriver à gagner le dimanche. Ce travail-là, pour s'entourer de la bonne équipe, trouver les bons partenaires, des partenaires qui vont vous soutenir financièrement à hauteur des enjeux, comment ça se passe? Parce que je suppose qu'il faut apprendre à le faire. Oui, voilà, exactement. C'est pas simple parce que c'est énormément de paramètres à prendre en compte et qu'on apprend au fur et à mesure de notre carrière. Ça a même été long au moment où je suis revenu en Superbike parce qu'il a fallu retourner dans un cercle positif et dans le sport c'est pas simple et retrouver une équipe qui avait les mêmes envies que moi et qui faisait ça avant tout par passion et avec l'envie de gagner et avec l'équipe hollandaise Tenkate, avec Yamaha qui est ma marque de cœur avec qui j'ai gagné en 2008 le championnat d'Europe. On est retourné là-dedans, on a l'envie de gagner. Et que ce soit l'équipe ou moi, on met toutes les chances de nos côtés. Donc l'équipe cherche des budgets, a trouvé les budgets pour le côté sportif, vraiment le côté course, c'est eux qui s'occupent de ça. Et après, moi, de mon côté, de m'entraîner le mieux physiquement tous les jours, parce qu'on roule peu en moto, on fait beaucoup d'entraînement physique, vélo, renforcement musculaire. Je fais ça tous les jours, beaucoup plus que de la moto. Et pour être prêt quand on est sur la moto. Donc c'est beaucoup de temps passé à faire autre chose que de la moto pour réussir sur la moto. Et dans ce gros laps de temps, l'hiver, il y a une grosse partie de recherche de partenaires pour justement mieux s'entourer, mieux se préparer et être plus performant le jour de la course. L'objectif, là maintenant, il est de retourner en MotoGP. Vous avez terminé sur il y a eu la 4e saison, mais la 3e saison s'était très bien passée. L'objectif, c'est d'aller prendre votre revanche, si je puis dire.
Pourquoi pas? À l'heure actuelle, l'objectif, c'est surtout de réussir à gagner en Superbike, de viser le titre à terme, c'est-à-dire d'ici 2 ans, de pouvoir jouer le titre. Cette année, je pense qu'on a de grandes chances de jouer le podium ou au moins le top 5. Là, vous en êtes où? La saison commence le 1er mars en Australie. D'accord. Et ça sera parti pour 13 week-ends de course. On a 3 courses par week-end, donc il y a énormément de points distribués. Il faut être très régulier. Mais je pense qu'on a toutes les chances de nos côtés pour jouer le top 5 avec le plus de podiums, gagner des courses et après essayer de viser le titre l'année prochaine. Et donc après, pourquoi Et donc pas après, retourner en MotoGP dans de bonnes conditions, c'est-à-dire voilà, en étant sûr de garder sa place et de ne pas la perdre comme ça sur un claquement de doigts, quoi. Ce rêve de gosse que vous avez réalisé, il y a des enfants aujourd'hui certainement qui ont le même. Est-ce que vous leur conseilleriez cette carrière-là, puisque manifestement il y a des embûches, il y a des obstacles, on ne parle pas que de sport, on ne parle pas que de moto? Oui, mais après, je pense que c'est le sport en général et c'est la vie en général. C'est pas un long fleuve tranquille, il n'y a rien de simple. Et je pense que chaque carrière a ses problèmes et a ses cailloux au milieu du chemin, je peux dire. Et voilà, moi, c'était ma passion et je pense que quand on peut vivre de sa passion et vivre son rêve, il faut y aller, quoi. Quand on a la chance de le faire, il faut y aller. Après, il n'y a rien de simple, c'est beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices, mais c'est beaucoup de bonheur quand on y arrive et quand on arrive à gagner sa vie en faisant sa passion et quand on arrive à gagner des courses et à réaliser son rêve. Quand je repense une quinzaine d'années en arrière, voilà, je re-signe tout de suite pour refaire ce que j'ai fait parce que voilà, j'estime que je fais le plus beau métier du monde, comme tous les sportifs estiment qu'ils font le plus beau métier du monde parce que c'est leur passion et aussi comme dès qu'on arrive à vivre de sa passion, même si ce n'est pas dans le sport, que ça soit un autre métier, je pense que c'est une des plus belles choses qui est parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'ennuient au travail, qui ne font pas ce qui leur plaise. Donc oui, je leur conseille, s'ils ont une passion, d'y croire jusqu'au bout et de mettre toutes leurs chances de leur côté. Est-ce que vous arrivez à vous entraîner en Haute-Savoie, à Sallanches? Alors j'ai la chance de pouvoir m'entraîner l'hiver au lieu de partir en Espagne ou en Italie comme le font beaucoup de pilotes pour aller chercher du soleil. Moi je roule sur la glace et j'ai la chance d'avoir les 2 circuits de glace de Flaine qui me laissent m'entraîner quand je suis là et de pouvoir garder un contact avec une moto l'hiver. En plus du ski et de tout ce que j'aime faire parce que je suis un amoureux des montagnes, un amoureux de ma région. J'aime la neige plus que tout et voilà, ça me fait plaisir de pouvoir rester ici et à côté de m'entraîner également en moto. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup d'être venu nous parler de votre passion sur ce plateau. Merci beaucoup. On va changer d'ambiance avec nos derniers invités du jour. Louise et Julien ont créé Les Inspirés sur les bords du lac d'Annecy, à Saint-Joriot précisément. Bonsoir. Bonsoir. Alors, paraît-il qu'il y en a un des deux qui... Hop. Merci. Alors, Louise de Lyon et Julien Foutren, vous êtes des commerçants, créateurs, mobilisateurs d'énergie. Comment vous définir ? C'est une bonne définition. Ouais, ah, bah parfait. C'est un peu... Artisan, toi, surtout. Artisan, tapissier, à la base, ouais, tout à fait. Et puis on a eu envie de mettre en avant des créateurs locaux. Enfin, on voulait travailler sur le local, du coup, là, quand on est arrivé dans la région, parce qu'on vient de Lille, nous, à la base. Et on s'est dit que pourquoi pas essayer de mettre d'autres créateurs comme nous, qui travaillent un petit peu chez eux et font comme ils peuvent, parce que c'est assez compliqué, de se mettre en avant dans une boutique. Voilà, et donc on a choisi... Les Inspirés, la boutique donc à Saint-Joriot. Et ça a commencé le 3 septembre. Pourquoi Les Inspirés ? Les Inspirés, parce qu'en fait, je pense que quand on est créateur, quand on est artisan, on doit être inspiré par ce qu'on fait, parce que c'est une passion. Je pense que sinon, on ne véhicule pas d'émotion, si on ne croit pas en ce qu'on fait, si on n'aime pas ce qu'on fait. Et le but aussi, c'était que quand les gens arrivent dans la boutique, se sentent inspirés par nos créations et leur procurer justement une émotion, un ressenti. Alors vous êtes créatrice de bijoux, vous l'avez dit, tapissier, décorateur. L'objectif, c'était de partager, d'ouvrir votre atelier à d'autres créateurs. Pourquoi ? Pour mutualiser très concrètement ou pour créer une énergie, une dynamique ? Du coup, je pense que créer une énergie, une dynamique, c'est ce qu'on veut à terme. Là, c'est les débuts, donc c'est compliqué parce qu'il y a énormément de choses à mettre en place. C'est beaucoup de stress et de fatigue. Mais là, oui, je pense que le but prochain, ce serait de créer des événements, pourquoi pas des petits marchés de créateurs. On est sur une place où il y a quand même énormément de camping. Créer des marchés de créateurs l'été, on l'a fait à Noël, mais c'était les débuts, donc c'était petit. Mais pourquoi pas, Puis après, avoir des collaborations aussi entre artisans et créateurs.
Je pense que voilà, on a une illustratrice par exemple dans la boutique. Elle pourrait très bien imprimer des tissus pour que Julien puisse après les déposer sur des fauteuils à la demande de clients, par exemple. On pourrait travailler en partenariat du coup avec d'autres créateurs. Enfin, on fait beaucoup ça effectivement. Du coup, même voilà, travailler en composition, faire des choses un petit peu ensemble. C'est ça en fait le but aussi un petit peu de cette boutique, c'est d'être ensemble vraiment et d'évoluer ensemble dans ce milieu. Enfin, voilà. Alors là, vous êtes une douzaine dans un groupement d'intérêt économique. Qu'apporte chaque créateur ? Là, sa présence, parce qu'en fait, on n'est pas commerçant, donc tenir une boutique seule, c'est pas possible, surtout quand on est créateur et artisan, on a besoin de travailler à côté. Et puis c'est un autre métier. Donc là, en fait, c'est important qu'ils soient là pour les permanences, parce que du coup, dans le contrat, chacun doit effectuer des permanences. Et donc voilà, ça c'est très important, parce que du coup, on se décharge du coup de pas être 24 sur 24 dans une boutique et de se sentir frustré, parce que on a besoin de travailler et de créer à côté. Donc voilà, je sais pas si j'ai répondu. Il faut que chacun de nous ait un peu le temps aussi de travailler de son côté. En fait, c'est ça le truc. Même au niveau des horaires d'ouverture, c'est un petit peu particulier. On ouvre les après-midi, par exemple. On ouvre toute la journée le jeudi et le samedi. Mais ça nous laisse des demi-journées pour essayer de créer et de produire de notre côté. Ouais. C'est primordial. Et vous avez fait le choix de Saint-Joriot. Comme ça, de prime abord, ça peut être un peu étonnant, l'ouverture d'un commerce sous cette forme-là à Saint-Joriot. Pourquoi Saint-Joriot ? Justement, je pense que Annecy, c'est saturé. Et il y a déjà pas mal de petites boutiques de créateurs. Et puis, on a beaucoup discuté avec les gens de Saint-Joriot, là où aussi on habite Vesogne, un peu plus loin. Il y a beaucoup de gens, en fait, qui ne veulent pas forcément aller à Annecy pour faire leurs achats. Parce que, je sais pas, les problèmes d'embouteillage, de monde. Et puis, on n'a pas toujours envie d'être en ville, en fait. Donc là, nous, on est au bord du lac, c'est plutôt sympa. Et voilà. Et comment ça se passe, du coup, cette aventure depuis 4-5 mois ? Ça se passe très bien. Il y a eu pas mal de retombées. Moi, j'avoue que je croule sous le travail. Donc, si vous voulez refaire des fauteuils, c'est maintenant. Et sinon, à part ça, non, mais je pense que les créateurs sont très contents d'être mis en avant comme ils le sont. Et c'est le début de l'expérience, donc effectivement, on verra. Je pense qu'on peut. Il y a des petites choses peut-être à régler. On pourra dire un peu ce qu'on pense de tout ça dans un an, si vous voulez. Vous pourrez revenir avec plaisir. Prendre un peu de recul. Ouais. Est-ce que ça interfère ou est-ce que ça influence votre travail de création, cette ouverture-là que vous avez initiée il y a quelques mois ? Alors moi, personnellement, oui, parce que je ne suis pas une bonne élève dans les créations. Alors je fais des bijoux, ça fonctionne avec des collections, tout ça. Moi, je ne fais pas tout ça parce que je n'y arrive pas, je ne sais pas m'y tenir. Mais la boutique me force à faire ça parce que du coup, il faut amener de la nouveauté. On ne peut pas avoir... avec les créateurs, du coup, on a des contrats de 4 mois ou plus, si on veut continuer. Mais on ne peut pas avoir 4 mois le même stand. Je pense que 4 mois, il faut faire évoluer parce que nous, il y a des clients déjà, là, on s'en rend compte, qui viennent, c'est leur petite balade de la semaine ou toutes les 2 semaines. Donc, ils doivent aussi avoir des nouveautés. Et du coup, ça nous amène à être un peu plus stricts. Et voilà. Du coup, vous aussi, un peu plus discipliné, je Ouais, sais pas si c'est le terme. Oui, après, au niveau des collections de tissus, par exemple, que je mets en avant, effectivement, on est obligé de suivre les tendances quand même, les couleurs. Là, en ce moment, c'est le retour du velours, ce genre de choses. Mais il faut savoir un petit peu ce qui se passe au niveau tendance, ça c'est sûr, au niveau décoration et tout ce qui s'ensuit pour la clientèle. Après, non, je trouve que c'est bien d'avoir une boutique, un truc en tant que créateur. Au moins, on se donne des idées, on échange pas mal. C'est assez intéressant, ouais, c'est pas mal. Voilà. Et si on veut découvrir, en tout cas, votre travail et celui des autres créateurs, ça se passe 52 route du Berlay, donc à Saint-Joriot, sur les bords du lac d'Annecy. Il y a également les réseaux sociaux et le site internet les-inspirés.fr. C'est ça. Bon. Merci beaucoup à tous les Merci deux. à vous. Merci. On se retrouve dans quelques minutes pour le JT, juste après une petite page de pub. À tout de suite. Ce sont nos premiers interlocuteurs dans nos villes, villages et stations. Le maire reste l'élu